La légende de l'Atlantide. Ce paradis terrestre qui aurait existé avant les grandes civilisations, celles de l'Égypte, de Grèce et de Rome. Une immense métropole détruite par une catastrophe naturelle serait à présent engloutie sous les mers. Mais dans leur tentative pour expliquer le passé, les archéologues découvrent que très souvent, la réalité dépasse la fiction. Des cités entières ont bel et bien disparu sous les océans à la suite d'une ou plusieurs catastrophes. Et c'est aujourd'hui seulement que leurs secrets nous sont révélés. Ces antiques pyramides japonaises, de 8000 ans plus anciennes que la pyramide de Khéops en Égypte, sont-elles les vestiges de la première ville du monde ou bien d'étranges formations naturelles? Au large des côtes anglaises, une découverte pourrait bien bouleverser l'histoire. Ces plongeurs ont-ils trouvé la preuve que le déluge décrit dans la Bible a réellement eu lieu? En Inde, l'une des plus anciennes civilisations de l'histoire, court une surprenante légende digne d'un film de Spielberg. Ce temple spectaculaire a été édifié voici plus de 1000 ans. Mais selon une légende qui s'est transmise de génération en génération, depuis des temps très reculés, 6 autres temples auraient mystérieusement disparu. À présent, sous ces eaux infestées de requins, les fonds marins nous livreront peut-être le secret de ce qui leur est arrivé. Au large des côtes d'Israël, des archéologues ont découvert les vestiges d'une géniale invention en avance de plus de 1000 ans sur son temps. Du béton capable de résister sous l'eau. Si l'on veut retrouver d'anciennes cités englouties, il faut chercher le long des côtes et sur les sites portuaires. Le plus célèbre de tous depuis l'Antiquité, c'est cet immense port égyptien, situé sur la partie ouest de la côte méditerranéenne de l'Égypte. Fondée par Alexandre le Grand, le plus grand général de tous les temps, la ville porte encore son nom aujourd'hui, Alexandrie. À son apogée, Alexandrie était une métropole extrêmement active, sans doute l'une des plus grandes villes qui ait existé à l'époque. Elle possédait l'un des plus grands ports de l'Antiquité. On raconte que plus de 200 navires marchands franchissaient ses digues tous les jours. C'est 2 fois plus que le nombre de bateaux qui accostent quotidiennement à New York aujourd'hui. Le port était signalé par un immense phare de plus de 130 mètres de haut, le fameux phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles du monde. La ville était si étendue qu'elle est restée la capitale de l'Égypte pendant un bon millier d'années. Seule Rome la dépassait en taille et en richesse. Du temps de sa gloire, Alexandrie devait être une ville merveilleuse à visiter. C'était une cité riche, somptueusement ornée, bref, un véritable joyau. Tous les gens importants s'y rendaient. Mais Alexandrie n'était pas une ville isolée. Elle faisait partie d'une gigantesque agglomération qui s'étendait sur des kilomètres de côte, un peu à la façon des villes qui s'échelonnent le long de la côte est des États-Unis. Le plus étonnant, c'est que de cette impressionnante métropole, rien ou presque n'a subsisté. Aujourd'hui, les rivages sont déserts. Comment la ville a-t-elle disparu? La réponse se trouve sous la mer Méditerranée. Voici environ 12 siècles, un tremblement de terre de grande amplitude a frappé les côtes du nord de l'Afrique. Alexandrie a hélas été édifiée sur une zone fortement sismique, sujette à de fréquents tremblements de terre. En fait, entre le 4e et le 15e siècle après Jésus-Christ, on compte environ 23 séismes historiquement recensés. En l'an 365 après Jésus-Christ, un monstrueux séisme suivi d'un raz-de-marée apocalyptique tue environ 50 000 citoyens d'Alexandrie et engloutit au fond de la mer les plus beaux monuments que compte la ville. C'est là que les scientifiques doivent commencer leurs recherches s'ils veulent retrouver Alexandrie. Chose étonnante, cette quête débute aussi loin de la mer qu'on puisse l'imaginer, à savoir dans l'espace, où des satellites géostationnaires du type de ceux qui sont utilisés par les forces armées utilisent de très puissants scanners à haute résolution pour repérer et photographier ce qui se trouve sous les eaux. Voici la vue qu'un satellite offre de la partie ouest du delta du Nil. On a Alexandrie ici et là la baie d'Aboukir. La partie colorée représente toute la zone engloutie que nous avons découverte sous la mer. En utilisant les données géographiques fournies par le satellite, Franck peut dresser un relevé topographique très précis de l'ancienne Alexandrie. Examinons un gros plan du site d'Alexandrie.
Sur cette vue de la ville moderne d'Alexandrie, toutes les parties en jaune sont les zones englouties et les structures portuaires qui sont à présent sous la mer. La cartographie d'Alexandrie a fourni de nouvelles informations sur la cité engloutie. Son infrastructure est plus vaste et plus élaborée que les spécialistes ne le pensaient auparavant. Les plongeurs qui fouillent le secteur se trouvent confrontés à une difficulté. À la profondeur à laquelle ils opèrent, ils ont du mal à repérer leur site d'excavation à cause de la mauvaise visibilité. Nous avons mis au point de nouvelles techniques de positionnement à l'aide de GPS différentiels sous-marins, qui nous donnent une précision au centimètre près et qui sont très efficaces pour dresser les contours des fonds. Quand on procède à des fouilles spécifiques, on élabore un quadrillage comme sur la terre ferme et c'est bien plus facile évidemment. Sans ces moyens techniques, Franck et son équipe seraient incapables de repérer précisément les secteurs qui sont fouillés l'un après l'autre. C'est un procédé méticuleux qui demande beaucoup de patience et de soin. À l'aide d'un excavateur marin, une sorte d'aspirateur sous-marin, les archéologues déblaient les couches sédimentaires pour trouver des objets engloutis. Les sites archéologiques sous-marins ont un grand potentiel pour une raison simple. Ils n'ont pas été pillés des siècles durant comme l'ont été les sites sur la terre ferme. Pour un plongeur, il s'agit d'un espace ouvert où il peut se mouvoir comme il veut. Il n'y a ni route ni bâtiment moderne qui le gêne. Il peut poursuivre ses fouilles dans la direction qui lui plaît. Les fouilles effectuées en 2007, à une profondeur qui varie entre 3 et 7 mètres, ont apporté de nouvelles informations sur la destruction du port. On a trouvé des pièces d'or byzantines datant du 7e et du 8e siècle après Jésus-Christ. Aucun objet plus tardif n'a été remonté. Ce qui incite les experts à penser que les zones portuaires, qui avaient résisté à la catastrophe survenue au 4e siècle, ont finalement été englouties au 8e siècle après Jésus-Christ. Mais on ne découvre pas seulement de petits objets, comme cet anneau en or merveilleusement orné et incroyablement bien conservé. Les sites sous-marins égyptiens sont jonchés de gigantesques trésors engloutis. Des sphinx, des statues et des blocs de pierre intacts avec des sceaux royaux et des hiéroglyphes. Sur l'île d'Antérodos, nous avons découvert un petit sanctuaire d'Isis, avec une magnifique statue d'un prêtre d'Isis, et aussi des sphinx dans un état de conservation étonnant. Dans le Poséidium, nous avons trouvé un temple tout entier. Ces nouvelles découvertes corroborent les descriptions de Strabo, un géographe grec, qui avait visité la ville d'Alexandrie en l'an 25 avant Jésus-Christ. Contrairement aux sites archéologiques qui se trouvent sur la terre ferme, ces sites sous-marins ont échappé au pillage. Ils offrent aux archéologues une vision fascinante des fastes et de la gloire passée de l'ancienne Alexandrie. Au cours de 3500 plongées, l'équipe de chercheurs a découvert plus de 10 000 objets. Et ce n'est qu'un début. Les travaux se poursuivent. Il y a donc encore beaucoup de trésors qui dorment sous les eaux. Mais je crois que ce qui fait surtout le charme d'Alexandrie, c'est que c'est une ville disparue, comme l'Atlantide. Mais en dépit de sa célébrité, Alexandrie n'est pas le plus grand port de l'Antiquité qui est mystérieusement disparu. Au large des côtes d'Israël, les archéologues cherchent les traces d'une gigantesque jetée. Des centaines de blocs de pierre, dont certains pèsent jusqu'à 50 tonnes, reposent au fond de la mer. On pense qu'il s'agit des vestiges d'un gigantesque port, l'équivalent de celui de New York, mais vieux de 2000 ans et qui est englouti dans la Méditerranée par 8 mètres de fond. Notre équipe de détectives sous-marins réussira-t-elle à résoudre l'énigme que constitue la disparition de l'un des plus grands ports de l'Antiquité et à percer les ingénieux secrets que les hommes ont perdus depuis plusieurs milliers d'années? Des secrets qui révolutionneraient nos connaissances sur les procédés technologiques dans l'Antiquité. Notre équipe de chercheurs s'est rendue à Césarée, en Israël, sur le site du plus grand port de l'Antiquité, pour chercher à comprendre la raison de sa disparition dans la mer. Ce formidable port pouvait abriter jusqu'à 300 navires et voyait des milliers de bateaux quitter ses quais. Il a permis le développement de réseaux commerciaux et servi de point de départ à l'immigration dans l'Empire romain.
L'Empire romain a été le premier empire mondialiste, et pour ça il faut de très bons moyens de communication, c'est-à-dire des routes, les célèbres voies romaines, mais aussi des ports. Il fallait des ports suffisamment vastes et bien équipés pour pouvoir accueillir les supertankers de l'Antiquité, qui transportaient les richesses de tout un empire. Césarée tient son nom du célèbre empereur Jules César. C'est Hérode, roi de Judée, qui le bâtit pour en faire le plus important port de ce protectorat romain et le plus grand de la Méditerranée orientale. Le port lui-même avait des proportions gigantesques. Personne n'avait jamais vu des édifices aussi énormes nulle part au monde. C'était la plus importante structure bâtie sur Terre à l'époque. Sa superficie couvrait plus de 10 hectares, ce qui était énorme. On y commerçait avec des pays aussi lointains que la Birmanie, à travers l'Asie et le Moyen-Orient, pour satisfaire les besoins des plus grandes cités européennes, Athènes et Rome. Pour assurer ce commerce, il fallait un port immense. On a recruté des hommes dans toutes les colonies de l'Empire romain pour travailler à sa construction qui a duré 12 ans. On a bâti une digue qui faisait 60 mètres de large. C'était énorme. Imaginez qu'on aurait pu faire passer une autoroute dessus. La digue s'enfonçait loin dans la mer, sur plus de 700 mètres. Dans cette partie orientale de la Méditerranée, les tempêtes ne sont pas rares. L'été, souffle un vent violent venu du continent africain qui creuse les flots déchaînés. Les ingénieurs ont dû concevoir une digue massive et solide, capable de protéger les vaisseaux qui relâchaient au port. Pour résoudre ce problème, ils ont utilisé le dernier cri de la technologie romaine. Un matériau dont nous croyons tous qu'il est issu de la technologie moderne, le béton hydraulique. Un procédé technologique qui est à la base de tous les grands ports modernes. Le professeur Robert Hohlfelder a fait des recherches sur ce béton utilisé par les ingénieurs romains. Un béton capable de résister sous l'eau. Là, je me trouve devant un énorme four dans une cimenterie. Cette entreprise essaie de reproduire ce que la nature faisait pour les Romains, il y a des milliers d'années. En étudiant la façon dont les Romains fabriquaient du béton, nous en saurons peut-être davantage sur l'Antiquité. Cette cimenterie moderne, située au Royaume-Uni, tire son calcaire d'une carrière voisine. Une fois filtrée, la chaux est mélangée avec de l'alumine, de la silice et de l'eau. Dans un très grand four rotatif, en utilisant des températures et des pressions très élevées, on parvient à mélanger ces différents matériaux pour obtenir du ciment. Les Romains disposaient des mêmes matériaux, mais pas des mêmes usines. Ils n'en avaient pas besoin. La nature leur fournissait une poussière volcanique qu'ils appelaient pulvis puteolana, une sorte de sable qu'on appelle puzzolane, et qu'on trouve entre autres dans la baie de Naples. Si d'autres civilisations avaient compris comment on pouvait fabriquer du ciment, les Romains ont été les premiers à fabriquer ce que nous appelons aujourd'hui du béton. Ils ajoutaient au ciment des débris que nous appelons, nous, des agrégats. C'est ce mélange obtenu qui soutient toutes les superstructures bâties par les Romains du temps de leur puissance. C'est le cas du Panthéon de Rome, qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Mon travail ici, depuis 2 ans, à Césarée, consiste à essayer de comprendre comment les Romains ont fait pour étendre cette technique de construction révolutionnaire jusque dans la mer. Le problème auquel les Romains se sont trouvés confrontés à Césarée était le suivant. Comment faire pour que le béton tienne sous l'eau? Ce qui semble se passer, c'est qu'une fois posés les blocs de béton au fond de l'eau, les pores du béton sont si petits que, d'une certaine façon, ce matériau devient imperméable et insensible aux effets corrosifs de la mer. Les ingénieurs du roi Hérode, qui avaient compris les qualités d'étanchéité du béton, ont mis au point des méthodes de construction pour bâtir le gigantesque port de Césarée. Hérode a fait bâtir le premier port artificiel de l'histoire et il l'a fait de façon très innovante. Il n'a pas employé une technologie utilisée sur la terre ferme pour l'appliquer sur la mer, non. Il s'est servi de caissons flottants. Cela paraît très simple, ces caissons de 15 mètres de long. En réalité, ce sont d'énormes caissons avec des parois en bois. On les a construits sur le rivage, puis on les a mis en place. Mis bout à bout en arc de cercle, ils ont formé une sorte de brise-lames ou de digue. C'est dans ces caissons que l'on versait le béton hydraulique. Une fois rempli de béton,
Ces caissons coulaient sur les fonds marins et constituaient des fondations idéales pour asseoir les superstructures portuaires. Le plus étonnant, c'est que c'est toujours le même procédé qu'on emploie aujourd'hui pour construire les digues dans les ports du monde entier. Mais nous n'avons toujours pas éclairci le mystère qui entoure la disparition dans la Méditerranée de l'antique port de Césarée. À Césarée, aujourd'hui, on ne voit plus qu'un petit port. Un port de pêche moderne avec des restes de construction datant des croisés. L'antique port principal est complètement immergé. Si on nage dans sa direction, on a l'impression d'être au-dessus d'un récif naturel. Mais si on regarde attentivement, on s'aperçoit que ce ne sont pas des rochers, mais qu'il s'agit de béton recouvert de sédiments marins. Le docteur Ehud Galili, l'un des plus grands archéologues des fonds marins, dirige les fouilles sur le site de Césarée depuis 25 ans. Il a centré ses recherches sur les causes possibles de la destruction du port. Ce qui est merveilleux, c'est de plonger et de découvrir les blocs qui sont toujours in situ et dans un très bon état de conservation. On peut voir tout ce que les Romains nous ont laissé. 2000 ans plus tard, on peut encore les toucher et imaginer ce que les Romains voyaient quand ces structures étaient encore en place. Le docteur Ehud Galili et son équipe arrivent au bout de leurs recherches. Ils vont bientôt savoir pourquoi cette superstructure a disparu. Après avoir constaté que les vestiges du port reposent par environ 8 mètres de fond, ils ont cherché des indices physiques qui expliqueraient pourquoi les blocs ont été submergés. Pendant des siècles, une théorie a eu cours. Le port aurait été détruit, comme celui d'Alexandrie, par un tremblement de terre. L'équipe a réuni des indices qui prouvent que c'est très peu vraisemblable. La théorie soutenait que c'était une faille géologique qui avait provoqué l'effondrement de la partie ouest du port et causé sa destruction. Aujourd'hui, nous sommes à peu près certains que les dégâts et l'effondrement sont dus au fait que les bâtiments du port étaient construits sur du sable et que les fondations se sont enfoncées dans le sable. La nature des fonds marins laisse à penser que le premier port artificiel de l'histoire, construit avec du béton hydraulique, s'est peu à peu enfoncé pendant plus d'un siècle avant de disparaître dans la mer. Le premier des ports bâtis en utilisant une technologie révolutionnaire a tout simplement été englouti parce qu'on l'avait construit sur du sable. Mais les ports ne sont pas les seules structures géantes que nos détectives sous-marins explorent. Dans les eaux infestées de requins de l'océan Indien, ils partent vérifier la légende des 7 temples, l'une des cités les plus mystérieuses du monde. Le golfe du Bengale. Les prédateurs sont aux aguets, à l'affût de leur prochaine victime. Dans cette zone, les orages tropicaux soulèvent des vents tourbillonnants pouvant atteindre 120 km/h et provoquent des cyclones et des tempêtes sur le littoral. Sur la côte sud, des mythes locaux font état d'une ancienne cité engloutie sous les flots, une métropole regorgeant de palais et de temples comme la légendaire Atlantide. Les mythes de Mahabalipuram se sont transmis oralement pendant des milliers d'années. Mais ils n'ont été fixés par écrit qu'au XVIIIe siècle par William Chambers, un voyageur anglais. Ces écrits parlent d'une cité jadis florissante, connue de tous ceux qui la visitaient comme le pays des 7 pagodes. William Chambers a été le premier à recueillir toutes les diverses versions de ces histoires et à faire observer qu'en fait, de ces pagodes, on ne pouvait plus en voir qu'une aujourd'hui. S'agit-il d'une invention? Cette seule et unique pagode était-elle si belle et si impressionnante qu'elle s'est multipliée par 7, chiffre qui a toujours eu une signification surnaturelle et une valeur religieuse? Ou a-t-il pensé que les 6 autres temples avaient sombré au milieu des flots? Ces mythes, que les pêcheurs locaux se répètent encore aujourd'hui, font état de 6 temples submergés par les eaux et de celui-ci, découvert sur le rivage, le seul des 7 qui soit encore visible. Jadis, il y avait 7 temples. 6 d'entre eux sont maintenant engloutis sous les eaux. Tout le monde croit que ce sont des temples disparus.
D'anciens textes ont appris aux archéologues que Mahabalipuram était jadis un port florissant et qu'il avait connu son apogée au 8e siècle, sous la domination de la dynastie Pallava. Cette puissante dynastie a régné durant 6 siècles sur la partie méridionale de l'Inde. Elle s'est enrichie en contrôlant les grandes routes liées au commerce des épices venues d'Extrême-Orient. Les textes anciens décrivent Mahabalipuram comme une ville portuaire très importante. Bien sûr, nous ne savons pas où se trouvait ce port. Aujourd'hui, Mahabalipuram est une ville active qui compte 12 000 habitants. Elle recèle de mystérieux indices pour les archéologues en quête de temples perdus et de passés glorieux. Ces magnifiques édifices, incroyablement bien conservés, appelés Sankrata, datent du 7e siècle et ont été bâtis à la même époque que les 6 temples disparus. Chacun des monuments est taillé dans un énorme bloc de granit, une technique utilisée durant plus d'un millénaire par les architectes et les ingénieurs indiens. L'un des édifices les plus impressionnants qui ornent cette ville est l'un des plus grands bas-reliefs du monde, qui lui aussi date de l'époque des temples disparus. Ce merveilleux bas-relief taillé au milieu du 7e siècle mesure près de 33 mètres de long sur 15 mètres de haut et couvre entièrement le flanc d'une colline. Mais c'est cet édifice qui recèle peut-être le secret de la disparition des temples. Connu sous le nom de Temple du Rivage, c'est l'un des plus grands trésors anciens et c'est un lieu sacré qui attire les fidèles depuis plus de 1000 ans. Les gens d'ici croient qu'il s'agit de l'un des temples qui a survécu. Les autres ont été endommagés et se trouvent sous la mer. S'il s'agit bien de l'une des 7 pagodes mythiques, la légende raconte qu'elles étaient jadis entourées par un ensemble de palais magnifiques et de temples spectaculaires, bâtis grâce aux immenses ressources commerciales de l'Inde ancienne. Un ensemble architectural équivalent aux sites les plus sacrés de l'Antiquité, comme ceux de l'Acropole en Grèce et de Karnak en Égypte. Ces mythes s'appuient-ils sur une réalité? Comment un ensemble de la taille de l'Acropole aurait-il disparu sans laisser de traces? Il y a 2 facteurs qui ont pu intervenir. Tout d'abord, l'érosion du littoral. On sait que le rivage sablonneux recule d'environ 50 cm par an. Ce qui signifie qu'il y a 1500 ans, le rivage aurait été 750 mètres plus avant dans la mer. L'érosion du littoral dans ce secteur pourrait être responsable de la chute des temples dans la mer. Mais les archéologues ont une autre théorie pour expliquer leur disparition. Un raz-de-marée. On sait qu'un tsunami qui s'est produit en 1797 a soulevé un navire de 200 tonnes et l'a projeté à 1 km du rivage. Ces vagues énormes sont dévastatrices. Il paraît très probable qu'elles soient responsables de la disparition des 6 temples lors d'un seul ou de plusieurs épisodes. On ne sait pas très bien encore. Ce n'est pas le seul tsunami qui ait frappé la région. En 2004, dans l'océan Indien, un séisme a soulevé des vagues de plus de 30 mètres de haut qui ont frappé les côtes de 11 pays, tuant plus de 200 000 personnes. Le tsunami a aussi frappé Mahabalipuram, saccageant son littoral. Durant quelques minutes, pendant lesquelles la mer s'est retirée de 600 mètres, et avant qu'elle ne revienne sous forme de violents tsunamis, un pêcheur s'est trouvé face à face avec l'image de cette légende vieille de plus de 1000 ans. Un ensemble d'édifices mystérieux qu'en temps normal, la mer recouvrait. Au bout d'une demi-heure, l'eau s'est retirée très loin, disons à 500 mètres du rivage. Comme je suis pêcheur, j'ai cherché à sauver mon matériel, mon bateau et mon filet. D'autres personnes du village sont venues voir les temples. Prise par un témoin oculaire pendant les quelques minutes où elles sont restées émergées, cette extraordinaire photographie révèle ces structures laissées découvertes par la mer. Anandan se trouvait sur la plage. L'eau est arrivée et j'ai dû nager. Les vagues ont déferlé. J'ai essayé de grimper dans un arbre pour sauver ma fille. Ma femme a sauvé mon fils. J'ai vu les temples dans la mer. Sur cette photo,
on voit la vague gigantesque, quelques instants avant qu'elle ne s'abatte sur le temple du rivage. Le temple a résisté à la vague qui fonçait sur lui à plus de 150 km/h. C'est un brise-lames qui a encaissé la plus grande partie de l'impact. Les archéologues se posent à présent des questions. Ces structures sous-marines prouvent-elles de façon indéniable qu'une ancienne cité est engloutie sous cet océan turbulent? Le docteur Aloup Tripathi, l'un des plus éminents archéologues sous-marins en Inde, a fait des recherches sur la réalité qui se cache derrière le mythe. La mer a beau être agitée, le docteur a convaincu les pêcheurs locaux de montrer à notre équipe les lieux qu'il a explorés. Dans cette zone se trouve un certain nombre de rochers submergés qui sont très hauts et dont les sommets sont visibles à marée basse. Et on a découvert qu'il y avait des traces d'activité humaine sur ces rochers. C'est la seconde barre rocheuse. La première se trouve tout près du temple du rivage. Elle est située beaucoup plus profond sous l'eau et ne se découvre pas. Situé à une centaine de mètres du temple du rivage, le sommet des structures devient visible à marée basse. C'est un site difficile à explorer, car l'eau peu profonde est agitée par des remous causés par le ressac. La plongée ne présente pas de difficultés techniques tant que l'eau est profonde. Mais dès qu'on s'approche du rivage, c'est-à-dire de la fin de l'océan Indien, on affronte de grands rouleaux qui rendent la stabilité aléatoire et vous empêchent de vous cramponner au relief. Trevor, un photographe sous-marin chevronné qui a l'habitude de plonger à plus de 100 mètres, a exploré le site à la recherche des temples disparus. La plupart des structures sont très endommagées et éparpillées sur un vaste secteur. La première des choses qu'on a voulu savoir, c'était si ces structures étaient l'œuvre des hommes. Les archéologues sont chargés de faire la preuve que ces structures sous-marines correspondent par leur forme, leur taille et leur âge à celles du seul temple existant à 80 mètres de là, sur la rive. Le temple du rivage a fondamentalement une structure mégalithique entourée par un mur assez bas. C'est ce qu'on a pu voir sur le fond marin. On a retrouvé ces blocs en ligne droite qui correspondent tout à fait à ce qu'on peut constater sur le temple du rivage. Conclusion de l'exploration sous-marine de ce site, on y trouve la preuve de l'intervention humaine. Pierres taillées, vestiges de murs et grands blocs de forme rectangulaire. On a trouvé d'autres indices laissant penser que c'étaient des vestiges architecturaux. L'angle de taille de certains blocs et leur imbrication dans des blocs plus grands prouvaient l'intervention de la main de l'homme. Les archéologues sont convaincus qu'il s'agit des temples disparus et que ces découvertes sont en relation avec les édifices qui se trouvent sur Terre. Il est évident que ce sont des vestiges d'origine humaine. Leur agencement architectural correspond à ce qu'on trouve sur le rivage. Le mythe des 7 pagodes est-il une réalité? Absolument. Les archéologues sous-marins n'en sont qu'au tout début de leurs investigations. Au large des côtes anglaises, des plongeurs recherchent les traces d'un gigantesque déluge, digne de celui de la Bible. Une inondation qui pourrait bouleverser notre conception de l'histoire. Aurait-il trouvé les preuves archéologiques de l'existence du déluge et de l'arche de Noé? Les mythes et les légendes mentionnant les inondations cataclysmiques existent dans toutes les cultures anciennes. Telle la célèbre histoire de Noé et de son arche. Mais dans toutes les civilisations, on trouve le récit d'un déluge qui extermine la population et n'épargne qu'une poignée de survivants. Plus surprenant, les scientifiques admettent généralement l'existence de plusieurs déluges qui ont été provoqués par la fonte des glaces à la fin de l'ère glaciaire. Cette fonte aurait seulement pris fin il y a 8000 ans. Les océans ont inondé de vastes bassins en l'espace de quelques semaines. Des catastrophes qu'on a de la peine à imaginer aujourd'hui. Ces inondations ont-elles inspiré ces déluges mythiques qu'on retrouve dans toutes les cultures? On conçoit aisément l'impact psychologique que la fonte massive de ces glaces a pu avoir sur les populations. Nous disposons de textes sur ce sujet qui ont été conservés en Mésopotamie, en Israël, en Inde et même au Mexique. On peut l'affirmer, il y a bien eu un déluge planétaire. Au large des côtes anglaises, des plongeurs ont découvert les vestiges d'une ville disparue sous la mer. Y découvrira-t-on les secrets de ce déluge mythique? Le détroit qui sépare la côte sud de la Grande-Bretagne de l'île de Wight fait moins de 14 mètres de profondeur.
L'île de Wight est sans doute l'un des sites les plus fascinants de toute l'Angleterre. Les plongeurs se mettent à l'eau. La température peut rapidement devenir très froide. Ici, le travail est dangereux. Dans ce détroit, le courant peut atteindre 5 km à l'heure. Juste pour rester immobile, un très bon nageur doit lutter de toutes ses forces. Le site se trouve tout au fond. Ce morceau-là est tout brûlé. C'est là que se trouvait le feu. Le cœur du foyer était là. C'est le docteur Gary Mamber qui dirige les recherches. J'ai découvert les traces de ces habitats sous la mer après les avoir longtemps cherchés il y a 2 ans et demi. Je suis tombé sur les vestiges d'un foyer au fond de l'eau. Sous l'eau, les strates sont extrêmement minces. Sur Terre, vous pouvez vous servir d'un pic pour faire des fouilles sur un site romain, par exemple. Si on emploie les mêmes outils sous l'eau, on franchit vite un millénaire. L'équipe a quadrillé un secteur sur le fond marin. On analyse soigneusement le contenu de chaque carré pour voir si on trouve une trace d'activité humaine. Juste ici, on devrait voir la trace d'autres parties calcinées. Ils détachent le sédiment du fond de la mer pour pouvoir l'analyser. Depuis des milliers de millénaires, l'environnement sous-marin a conservé des indices. De retour à la surface, les échantillons sont lavés. Mais quels indices recèle cette argile? Ce que je tiens ici est un petit outil en silex qui a été taillé à partir d'un bloc. On lui a donné une forme afin de pouvoir s'en servir pour faciliter la taille. C'est un travail très précis. On voit des marques caractéristiques sur les côtés. Il semble aussi qu'il ait été aiguisé. Et on l'a trouvé près de ce morceau de bois. Or, ce morceau présente aussi des entailles. Selon moi, ce morceau de bois servait de support pour préparer la nourriture. Il est entaillé sur sa longueur et il a été creusé. Il a été enfoui dans les sédiments depuis plus de 8000 ans. On vient de l'extraire et il a gardé ses traces d'entailles. D'autres échantillons ont prouvé l'existence d'habitats humains remontant à 6000 ans avant Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui peut nous faire penser que les habitants de cette zone l'aient évacué lors d'une inondation catastrophique qui se serait produite il y a 8000 ans? Il y a une strate d'activité humaine au-dessous d'ici. C'est recouvert de sédiments? Oui, et ça a tout recouvert. On dispose de l'ancien paysage. Il est couvert de végétation et d'arbres. En dessous, on a les couches géologiques et au-dessus, les couches de sédiments marins qui indiquent le moment précis où la mer a tout recouvert. Et comment elle l'a fait? Je pense que cela s'est passé il y a environ 7950 ans. Ce site date à peu près du milieu de l'âge de pierre, c'est-à-dire du Mésolithique. Les habitants vivaient de la chasse et de la cueillette et changeaient d'emplacement suivant les saisons. Les indices trouvés sur ce site prouvent qu'à une certaine époque, la Manche n'existait pas. L'Angleterre et le continent européen étaient liés. Mais après la fonte des glaces, qui recouvrait la plus grande partie de l'Europe du Nord, le niveau des mers s'est mis à monter et ces habitats se sont trouvés engloutis sous les eaux. Ce site de l'île de Wight fournit la preuve indiscutable que ces habitats humains ont été détruits par des inondations très anciennes. Mais selon les légendes, des villes entières auraient été détruites. A-t-on la preuve que d'anciennes mégapoles aient été englouties par des inondations ou par l'élévation du niveau de la mer? Au Japon, la controverse fait rage. Par 26 mètres de fond, dans une zone nommée Yonaguni, gisent d'imposants monuments qui pourraient apporter la preuve que des cités entières ont été englouties. Ces degrés monumentaux sont-ils les éléments d'un édifice qui faisait partie d'un grand ensemble de temples et d'habitations à présent sous la mer? Une gigantesque métropole bâtie voici 10 000 ans. Ce serait alors la première ville que l'homme ait jamais construite. Et si ses habitants ont été capables de réaliser un tel prodige, quel secret recèle encore les profondeurs? C'est en 1985 que des plongeurs découvrent de mystérieuses formations au fond de l'océan. Leur origine est une énigme. Elle déclenche une controverse entre scientifiques et archéologues. Yonaguni est soit une monstruosité de la nature, soit un prodige de l'humanité. C'est le monstre des profondeurs, le Frankenstein de l'archéologie marine. C'est le mystère absolu que jusqu'à présent personne n'a pu élucider. Il faudrait que Sherlock Holmes et Agatha Christie enfilent leur combinaison de plongée et décident d'aller inspecter le site, tellement c'est compliqué.
Pour certains scientifiques qui étudient la zone, ces lignes géométriques sont la signature de l'homme. La structure pyramidale, avec de larges marches, semble avoir été conçue avec l'intention de se protéger d'éventuels ennemis. Mais le plus incroyable, c'est que certains savants sont convaincus que ces structures sous-marines datent de plusieurs milliers d'années. Elles seraient même antérieures aux pyramides de Gizeh, qui ont été achevées aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ. La question qui se pose aux archéologues, c'est de savoir si oui ou non, il s'agit du plus ancien ensemble d'édifices qu'on ait jamais bâti dans le monde. Les archéologues des fonds marins explorent les alentours de l'île de Yonaguni au Japon, où de gigantesques formations sous-marines prouveraient que les plus anciennes superstructures fabriquées par l'homme précéderaient celles des plus grandes civilisations, celles de Rome, celles de Grèce et celles d'Égypte, de plusieurs milliers d'années. Le professeur Kimura, un géologue marin, étudie le site depuis 10 ans. Il est persuadé d'avoir trouvé de nouvelles précisions sur la datation de ces superstructures. À un moment donné, on a cru qu'elle pouvait avoir 10 000 ans ou plus. Mais à présent que nous avons collecté davantage d'échantillons, j'en suis venu à penser que ces édifices ont été bâtis il y a 3 000 ou 5 000 ans. Mais d'autres chercheurs émettent des doutes sur leur ancienneté. Qu'est-ce que c'est que ce site? C'est la question à 5 millions d'euros. Il s'agit d'une découverte qui contredit tous les principes des fouilles sous-marines et des découvertes qu'on a pu faire. On a trouvé des habitats près de la préfecture de Nagasaki qui sont sous la mer et on sait ce qu'on y a trouvé, des débris de poterie et des trésors artisanaux. Le problème, c'est que sur le site du professeur Kimura, on ne trouve ni poterie ni vestiges artisanaux. Ce qui a stupéfié les scientifiques qui ont étudié le site, mais ce qui leur a aussi fait émettre des doutes sur son origine humaine, ce sont les dimensions des structures englouties. La plus grande de toutes mesure plus de 200 mètres de long sur 30 de haut. Lorsque vous descendez sur le site et que la visibilité est très bonne à Yonaguni, vous vous trouvez face à ce qui ressemble tout d'abord à une énorme pyramide au fond de l'océan. C'est un édifice de plus de 300 mètres de large, dont les flancs sont composés de degrés avec des plans horizontaux totalement plats et des contre-marches qui repartent à 90 degrés. Baptisé monument numéro 1, ou pyramide sous-marine de Yonaguni, l'édifice rappelle une pyramide à degrés et certains chercheurs sont convaincus qu'elle ressemble en plus grand au Gusuku d'Okinawa qui est toujours debout. Le Gusuku est un édifice mixte, à la fois château et temple. Pour ce qui est des châteaux d'Okinawa, il pourrait s'agir de sites sacrés, comme des tombeaux. Ce qui nous rappelle les pyramides que nous avons ici. Pour certains chercheurs, il est impensable que ces angles rectangulaires parfaits soient l'œuvre de la nature. Quand vous examinez ces surfaces rigoureusement planes, on a un peu l'impression d'avoir affaire à un monument en creux. Et je me demande si durant la période médiévale, ce site n'était pas sur la terre ferme. Nous aurions alors affaire à une carrière dont les pierres auraient servi pour construire les châteaux d'Okinawa, ce qui aurait donné à ce site cet aspect si particulier. À mon avis, c'est une hypothèse qu'on devrait creuser. Si la théorie du professeur Kimura est exacte, le site de Yonaguni serait la preuve qu'une civilisation très sophistiquée a précédé la civilisation égyptienne, celle dont la plupart des historiens s'accordent à dire qu'elle a été la première à entreprendre la construction de temples et d'édifices monumentaux qui ont perduré dans le temps. Voici une maquette d'une portion du site à l'échelle 1/300e qui a été réalisée d'après nos excursions in situ. Vous entrez par un chemin circulaire qui fait le tour du site. Ici, le sentier grimpe et aboutit devant 2 grandes sculptures derrière le secteur des tombeaux, la partie la plus sacrée selon nous. Ce chemin circulaire, décrit par le professeur Kimura, qui fait tout le tour de l'ensemble, a intrigué les archéologues sous-marins. Sa partie la plus large mesure 17 mètres. Et au cours de leurs recherches, les scientifiques ont cru déceler les vestiges d'une porte voûtée à l'entrée. Avec son chemin de ronde qui relie entre elles toutes les structures de l'ouvrage, ce site sous-marin ressemble fort à une cité engloutie. Ce type de procédé de construction, s'il est établi qu'il est l'œuvre de l'homme,
prouverait qu'a existé jadis une civilisation qui maîtrisait des techniques très en avance sur leur temps et qui ont ensuite été perdues. Chose étonnante, à 150 km au nord du site de Yonaguni, le professeur Kimura cherche d'autres vestiges d'édifices monumentaux engloutis. Sur le site de Chatan, il y a ce que nous croyons être des ruines. On les a découvertes depuis 10 ans et nous essayons de les identifier de façon certaine. Le site de Chatan est situé au large de l'île d'Okinawa, dans l'archipel japonais. Notre équipe s'est rendue sur les lieux pour filmer les structures sur site en utilisant un robot sous-marin télécommandé pour diriger la caméra sur les lieux. Une équipe de plongeurs chevronnés et de caméramans sous-marins se prépare à utiliser le NEC Plus Ultra du matériel de plongée. Le robot sous-marin télécommandé, à l'origine mis au point par la marine américaine, permet à présent aux archéologues sous-marins d'enregistrer des images en haute définition jusqu'à près de 2000 mètres de profondeur. C'est le professeur Kimura qui dirige l'opération. Reliée par une sorte de cordon ombilical, la caméra télécommandée envoie les images au bateau. Sur ce site, la visibilité est très bonne, ce qui permet aux plongeurs de procéder à une investigation complète des ruines englouties. En approchant du site, ils découvrent les structures dont ils supposent qu'elles sont l'œuvre des hommes. Sous les coquillages et le corail, les plongeurs examinent ces formations semblables à des murs. Selon le professeur Kimura, les structures qu'ils examinent sur ce site sont semblables par leur particularité de construction à celles découvertes sur la terre ferme à Shuri et Nakagusuku. Ce que nous voyons ici ressemble à un château ou à un fort. En Chine, on trouve des édifices en forme de pyramide à degrés, et cette structure s'en approche. Il y a aussi une forte similitude avec les fondations des châteaux qu'on peut voir à Shuri et à Nakagusuku. Des châteaux comme ceux-ci peuvent-ils avoir existé des milliers d'années auparavant sur les îles de l'archipel nippon et avoir ensuite sombré dans les profondeurs de l'océan? Formaient-ils la partie centrale d'une cité perdue? Les ruines de Chatan ont été submergées il y a environ 2000 ans, à l'époque où Pompéi était ensevelie lors d'une éruption du Vésuve en Méditerranée. C'est le même glissement de plaques lithosphériques. On a peine à croire que si les structures de Chatan ont sombré dans l'océan, c'est à cause d'une seule et même catastrophe planétaire qui a semé le chaos sur tout le globe. J'espère que grâce à ces travaux de recherche, nous pourrons évaluer les effets de la tectonique et du réchauffement planétaire sur la disparition de certaines civilisations. Au cours des 20 dernières années, les archéologues et les scientifiques ont fait d'extraordinaires progrès dans l'exploration des océans. Ils ont découvert de stupéfiantes architectures sous-marines, des pyramides, des statues, des rues, des habitats qui ont bouleversé notre conception de l'histoire. Et pourtant, nous n'en sommes qu'au début. Nous croyons tout savoir de la mer, mais nous n'avons fait que commencer à gratter la surface. En fait, nous en savons plus sur la planète Mars que nous n'en savons sur les océans.